Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour toutes les mères qui aspirent à une reconversion professionnelle tout en restant connectées à leurs valeurs fondamentales. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le pouvoir de l'intuition et de l'alignement personnel dans le processus de transformation professionnelle. Et pour cet épisode, quel plaisir de recevoir Charlotte de Pourquoi pas moi, qui a su, il y a quelques années, écouter sa petite voix intérieure pour changer de chemin professionnel et trouver une voix qui résonne avec qui elle est vraiment. Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, moi écoute, je suis ravie d'être là ici. Bon, alors on va commencer cette interview, mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir, donc je suis une maman, j'ai 40 ans, mes deux enfants ont Auguste à 12 ans et demi et Pénélope bientôt 10. Je suis une vraie Parisienne, donc née à Paris, mais marseillaise de cœur parce que je vis à Marseille, j'ai vécu à Marseille une première fois à partir de mes 24 ans, là où j'ai mes deux petits Marseillais. Je suis retournée vivre à Paris, le truc que personne ne fait, au bout de 8 ans. Et puis après un burn-out, puis un confinement, j'ai décidé de retourner vivre à Marseille, ma ville de cœur. Et donc avant, j'étais directrice marketing spécialisée dans l'univers du logiciel. Et donc, comme je te le disais, j'ai fait un burn-out. Et suite à ce burn-out, je me suis dit comment je fais pour aider les personnes à oser écouter leur petite voix, comment je peux les aider à ne plus être dans ce déni, avoir de l'espoir, du courage. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de créer le podcast. Et puis, du podcast est né un livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ?» Est né un TEDx qui s'appelle « Je n'ai plus peur du dimanche soir ». Et puis, différents programmes, dont le programme signature qui s'appelle le bilan de compétences nouvelle génération, pour trouver sa raison d'être. Parce que bon, c'est le sujet du jour. Ce que j'ai compris, c'est que ce qui est indispensable dans la vie, c'est d'être aligné. Et donc, je donne les clés pour pouvoir apprendre à se connaître, à se respecter, et puis écouter ses besoins, et donc savoir qui on est pour savoir dans quel métier on va être épanoui. Exactement, et on va y revenir effectivement, comme tu le dis, c'est le sujet du jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter comment on s'est rencontrés? Avec grand plaisir. Je ne sais plus exactement d'où est née notre relation, mais en tout cas, elle est arrivée sur un épisode de podcast où j'ai eu le plaisir de t'interviewer et on s'est rendu compte après qu'on avait fait la même école de commerce. Dans le podcast, j'ai vraiment à cœur de montrer les coulisses de la réussite de plein de personnes différentes avec des parcours de vie différents. Et le tien m'avait énormément touchée. Donc voilà, je crois que je t'ai interviewée en 2021 de mémoire. De mémoire, ça doit être ça, effectivement. Et on avait été mis en relation, si je dis pas de bêtises, par une personne de l'équipe, Elodie, qui s'occupe On justement avait contacté. Exactement, c'est ça. de Ouais. toute la relation presse. Et effectivement, on s'était rendu compte qu'on avait fait la même école.
à quelques années d'intervalle, je crois à 2 ou 3 années d'intervalle seulement. Exactement. Comme quoi le monde est petit. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Eh bien, quand tu m'as envoyé cette question, il y a personne qui me venait en tête. Alors, évidemment, il y a des personnes qui m'inspirent. Et puis, dans le podcast, toutes les personnes que j'interviewe m'inspirent. J'avais pas la femme, juste une seule. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré cette femme. C'est Virginie Delalande. Elle est la première avocate sourde en France. Elle est née sourde. Et ses parents ont dit, écoute, il est hors de question que tu ne saches pas parler. Donc, ils lui ont donné 20 ans de cours d'orthophonie. Donc, elle parle, elle lit sur les lèvres. Et j'ai eu la chance de l'interviewer, de la rencontrer physiquement la semaine dernière. Et c'est une femme qui, pour moi, est aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur. Vraiment, elle rayonne. Et pourquoi impact? Parce qu'elle montre bah voilà, qu'en fait, que rien n'est impossible. Et puis, ce qui m'a beaucoup touchée dans son interview de podcast, c'est qu'elle racontait différents moments de sa vie, notamment aujourd'hui. Donc, à la base, elle est avocate et puis elle est devenue coach. Et puis ensuite, aujourd'hui, elle est conférencière professionnelle. Et elle raconte, en fait, quand on lui a dit, bah, écoute, tu vas nous raconter ton histoire à la télévision ou via des podcasts, à chaque fois, elle était là, mais pourquoi moi? Enfin, franchement, je n'ai rien à raconter, je suis pas légitime. Elle a un bon syndrome de l'imposteur. Et, Mm. euh, et puis à chaque fois, elle disait bah, voilà, que son entourage lui avait dit écoute, vas-y, enfin, vraiment, tu as des choses à raconter. Et qu'elle avait affronté sa peur et que finalement, bon, bah, elle les remerciait vivement parce qu'elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Et elle raconte aussi la première fois où elle a fait une conférence qui a été absolument une horreur. Elle dit j'ai vécu le pire moment de ma vie. Je trouve qu'elle est vraiment hyper déculpabilisante et de se dire voilà, que quand on a vraiment envie de se donner les moyens de quelque chose, on peut y arriver. Et c'est vrai que je la suis aussi, effectivement, notamment sur LinkedIn. Je trouve que c'est une belle personne en termes de résilience, parce que finalement, lorsqu'on est comme ça sourde, on part quand même avec un handicap non négligeable. Et malgré ça, elle a dépassé énormément d'a priori, énormément de problématiques pour finalement donner vie à ce qu'elle avait envie de faire. Alors, dans un premier temps, comme tu le dis, avocate, et puis ensuite, elle est devenue conférencière, etc. Et je trouve que c'est un bel exemple par rapport à toutes les problématiques que l'on peut avoir, nous, en tant que femmes, qui sont pas du tout de ce niveau de handicap, mais qui parfois peuvent nous bloquer justement avec on n'est pas capable d'eux ou c'est pas pour nous, alors qu'en fait, si on se donne les moyens, on est complètement capable d'y arriver. C'est ça. Et puis elle est même maman de deux enfants qui sont également sourds. Et elle raconte qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée à vivre à Paris et son ex-mari, le père de ses enfants, avec qui elle était encore à cette époque-là, vivait, je sais plus où, à côté de Grenoble de mémoire. Elle avait un boulot énorme avec un énorme poste et elle devait gérer, d'être toute seule du coup toute la semaine à Paris, à gérer ses enfants qui avaient du coup forcément beaucoup de rendez-vous médicaux. Et enfin vraiment, je trouve que ouais, c'est un très bel exemple. Ben, merci de nous le partager. Et Avec plaisir. effectivement, on pourra la taguer pour la mettre en lumière pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours de reconversion professionnelle? Tu en as parlé très très rapidement tout à l'heure puisque tu nous as expliqué que tu étais avant directrice marketing, que tu as fait un burn-out et que ça t'a amené à écouter ton intuition. Et justement, tout au long de ton parcours, comment ton intuition, ta petite voix, comme tu l'appelles, a joué un rôle crucial dans ta reconversion professionnelle? Alors, clairement, ma petite voix a joué un rôle incroyable parce qu'en général, quand tu montes une entreprise, tu réfléchis, tu fais un plan de com, tu fais une stratégie et tout. Moi, je n'ai fait qu'écouter mon intuition. C'est-à-dire que donc j'ai été arrêtée en juin 2019 et tout l'été 2019, donc je me suis énormément reposée. J'ai vécu des moments un peu difficiles, clairement. En fait, je me suis dit, je ne peux pas retourner dans ce travail parce qu'en fait, c'était pas une question d'entreprise, c'était une question que je me suis rendu compte que via ce burn-out, que je n'étais pas à ma place, que j'étais dans une vie qui ne me correspondait pas. Et c'est ce que j'appelle du coup maintenant les fameux KPI de la réussite, ces indicateurs de performance de la réussite, où tu penses que pour pouvoir être heureux, tu as besoin d'avoir un grand appartement, un gros salaire, une grosse équipe, travailler dans une entreprise hyper successful, avoir ta famille, tes enfants, et qu'en fait, finalement, j'avais tout ça. Mais je n'étais pas heureuse. Et donc, du coup, j'ai entrepris beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir me reconstruire. Donc, j'ai été suivie bon, bah, voilà, par une psychiatre, j'ai fait de la sophrologie. Et à ce moment-là, hein, tout le monde m'a dit, écoute, Charlotte, tu devrais faire un bilan de compétences. Sauf qu'en fait, à cette époque-là, tout ce que je voyais, ça ne me parlait pas. Avec beaucoup
de recul après, ce que j'ai compris, c'est qu'on voulait encore me faire rentrer dans une case en me disant, ah, regarde, tu as telle compétence et donc tu vas faire tel métier. Mais je voyais bien que, voilà, je savais que j'avais des compétences en marketing, mais je voyais surtout où est-ce que ça m'avait mené. Et en parallèle, je me suis dit, OK, là, j'ai ouvert les yeux sur un grand nombre de personnes dans mon entourage qui avaient fait un burn-out ou qui étaient en train de prendre le chemin. Un des trucs qui est hyper important dans le burn-out à comprendre, c'est que la première phase, c'est le déni. Moi, j'étais dans un déni, mais total. Et donc, je me suis dit, comment on fait pour pouvoir aider les gens à ouvrir les yeux? Et donc, je me suis dit, OK, ce qui, moi, m'avait aidé à reprendre un peu de courage et d'espoir, c'est des témoignages de personnes qui ont ce que j'appelle, du coup, osé écouter leur petite voix. Et en fait, là, bon, tout ça, ça a été mentalisé, mais si tu veux, la façon dont ça s'est passé concrètement, c'est que j'étais dans une phase, ce que j'appelais la phase d'essuie-glace, c'est-à-dire que tous les jours ou toutes les semaines, j'avais une nouvelle idée de boîte. Donc, j'ai voulu être décoratrice d'intérieur, j'ai voulu faire des objets personnalisés, j'ai voulu être peintre, j'ai voulu... En fait, c'est plein de choses où je suis multipotentielle, donc c'est plein de choses où je sais que j'ai des talents pour. Mais à chaque fois, si tu veux, je n'avais pas ce truc de me dire, ah ouais, j'ai envie tous les matins de me lever et faire ça, en fait. C'est cool pour une semaine, mais pas ce que j'ai envie de faire tous les jours pendant plusieurs mois et plusieurs années. Et un soir, donc on était en novembre 2019, j'étais avec le père de mes enfants face à un feu de cheminée. Et là, c'est sorti comme ça. Je lui ai dit, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est créer un podcast pour aider les personnes à écouter leur petite voix et qui s'appellera Pourquoi pas moi. Donc, aucun brainstorming, c'est vraiment jailli comme ça. C'est assez magique finalement quand tu y penses. Et le nom du podcast n'existait pas, donc super. Donc, je me lance dans le podcast. Et en parallèle, comme je ne trouve pas de bilan de compétences qui me convient, je me fais accompagner par une coach de vie qui m'aide du coup à reprendre confiance en moi. Mais j'ai quand même pas les clés pour savoir dans quel job je vais m'épanouir. Et oui, parce qu'à l'époque, le podcast, en fait, tu gagnes pas ta vie avec. Non, non, pas du tout. Et même, j'ai jamais gagné d'argent via le podcast. En fait, je lance le podcast en janvier 2020. Il y a aucun business model. Donc là, je suis au chômage parce que j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur. Mais je n'ai aucune idée de comment je vais gagner ma vie avec Pourquoi pas moi. Mais je sais que je vais gagner un jour ma vie avec Pourquoi pas moi. Vraiment, j'ai cette conviction au plus profond de mes tripes de ça va le faire. Je vais aider des personnes, mais je ne sais pas comment je vais gagner ma vie un jour. Ça a été beaucoup de moments de doute parce que finalement, j'ai créé mon métier. Du coup, ça a été beaucoup de moments de OK, mais comment je vais gagner ma vie un jour? Je lance le podcast, il cartonne directement. Ça a vraiment été incroyable. Les retours des personnes, il cartonne à la fois en termes des chiffres d'écoute, mais surtout dans le retour à la fois de mes invités qui me disent qu'ils ont passé vraiment un moment un peu hors du temps. Et puis aussi des gens qui l'écoutent en me disant, écoute, vraiment, il y en a qui m'ont dit, ça m'a changé la vie. Donc vraiment, tu fais, waouh, je suis à ma place. En parallèle, on me contacte, une maison d'édition me contacte pour écrire un livre sur la reconversion professionnelle. Et donc là, je me dis, OK, en fait, moi, ce que j'aimerais, donc je vais écrire ce livre pour permettre aux personnes de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de métier? Parce que je ne suis pas convaincue qu'on a tous besoin de se reconvertir. Parfois, on a juste besoin de rajouter des choses qui apportent du sens dans notre vie, dans notre travail. Et puis, parfois, c'est pas le bon moment parce que on a un projet familial qui fait que du coup, c'est pas tout de suite. Enfin, différents critères qui font que du coup, c'est pas forcément le bon moment pour soi, mais c'est OK. Le tout, vraiment, c'est quelque chose que je martèle, c'est le tout, c'est de choisir et pas subir. C'est-à-dire, ma mission aujourd'hui, c'est de permettre vraiment aux gens d'écouter leur petite voix et de décider, OK, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Mais je ne subis pas ma vie. Oui, ou alors si je le choisis en conscience, de Ça. remettre le projet à plus tard, mais effectivement, je ne suis pas quelque part victime de ma situation. C'est exactement ça. C'est vraiment, je choisis. Je sais que j'ai envie de me reconvertir et faire tel métier, mais je sais que c'est pas le bon moment pour moi aujourd'hui, donc je choisis de le reporter. Ce qui est complètement différent, ce qui change complètement la philosophie de vie. Il y a des personnes qui ont fait le bilan de compétences de nouvelle génération qui m'ont dit, écoute, voilà, je sais, on va prendre un exemple. Inès, elle m'a dit, moi, j'aimerais être décoratrice d'intérieur. Aujourd'hui, je ne peux pas quitter mon job parce que pour pouvoir quitter cette entreprise-là et avoir une rupture conventionnelle ou un espèce d'arrangement qui lui permettait d'avoir le chômage, eh bien, il faut que j'attende encore un an. Donc, aujourd'hui, ce qui est vital pour moi, c'est d'avoir de la créativité. Donc, je vais le rajouter dans mon poste. Et donc, je choisis de rester dans ce poste-là aujourd'hui, dans ce contexte-là. Et un an après, elle a quitté son entreprise. Là, elle est en train de finir sa formation pour être architecte d'intérieur. Et en fait, tous les matins, là où avant, elle subissait le truc en disant oh, « j'en peux plus », eh bien, son job, elle savait pourquoi elle le faisait, c'était pour servir la cause de la suite, en fait.
ce qui change complètement, c'est comme le jour où tu donnes ta démission et que, en fait, le délai entre ta démission et le moment où tu t'en vas, chaque jour, c'est un poids sur les épaules. C'est un truc. Oui. Alors que la semaine d'avant, voilà, t'en avais marre, mais c'était pas du tout à ce point-là, en fait. Donc, j'écris le livre. En parallèle, je me dis comment je peux vraiment aider encore plus les personnes à écouter leur petite voix, à savoir pourquoi ils sont faits. C'est là où j'ai découvert, en fait, on a tous une raison d'être. Alors, il y a plein de noms hein, pour la raison d'être. On se rend compte, en fait, qu'à travers l'histoire du monde, c'est un terme qui revient très, très souvent dans toutes les grandes cultures. Donc, ça s'appelle l'ikigai au Japon, ça s'appelle les purusharta en Ayurveda, ça s'appelle le Nankama en Afrique, ça s'appelle le SPA en psychologie positive, et ça s'appelle l'essence en philosophie, ça s'appelle la mission de vie. Et tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'en fait, on est né avec des talents, on est né avec une mission de pouvoir apporter quelque chose au monde. Et c'est d'ailleurs c'est ce que je dis souvent aux personnes, c'est pas de pression. C'est-à-dire que voilà, un coiffeur, il va permettre à la personne de se sentir belle, et donc il va contribuer au monde. Un humoriste, il va faire rire les gens et leur apporter de la légèreté. Pareil pour quelqu'un qui écrit. Enfin, en fait, même, tu vois, une caissière qui va vraiment être à sa place ou une vendeuse qui va vraiment être à sa place, qui va donner le bon conseil, qui va donner le sourire aux personnes à la caisse, c'est des personnes qui vont avoir un impact sur les autres positif tout en utilisant leur talent, donc ce qui va leur permettre de se sentir à leur place. Et donc, l'enjeu, c'est justement, mon enjeu, c'était de dire, parce que tu vois, j'avais lu des bouquins sur l'ikigai, j'avais écouté plein de podcasts et tout, mais à chaque fois, c'était, ouais, ok, ils sont trop gentils, mais en fait, moi, je sais pas quels sont mes talents, je sais pas, moi, j'arrivais pas à ce que j'appelle assembler ces grands puzzles. Et du coup, je me suis dit, l'idée, c'est de créer, en fait, une méthodologie qui va permettre de récolter toutes les mini-pièces du puzzle pour pouvoir assembler le grand puzzle de qui tu es. Et j'ai, du coup, créé une méthodologie qui est finalement la conclusion, finalement, de tout ce que je te disais, donc l'ikigai, les purusharta, l'ayurveda, l'ankama, pardon. C'est de se dire, en fait, qu'on a une spirale d'or qui part de notre pourquoi, donc notre raison d'être, pour après regarder quel est notre pourquoi, dans quel objectif, puis regarder quel est ton comment, qui est donc ta singularité, quel est ton ou tes talents, puis ton quoi, ton métier, sachant que ce que je dis à tout le monde, c'est que si votre métier n'existe pas, on peut le créer. Enfin, vraiment, on n'a pas besoin de prendre les référentiels de l'INSEE pour trouver son métier, en fait. D'autant Ouais. plus qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers encore qui n'existent pas. Donc, on peut complètement façonner son métier par rapport à ce qu'on a envie de faire et par rapport à ce qui nous parle. Exactement, en effet. Il n'y a rien qui dit tu dois faire ce métier-là. Et puis d'ailleurs, tu vois, c'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu es défini par ton métier. Et d'ailleurs, tu vois, moi, quand on me dit c'est quoi ton métier, je dis bah, écoutez, moi, ma mission, ma raison d'être, c'est ça. Parce qu'en fait, mon métier, finalement, c'est de créer des programmes, de faire du community management, d'être entrepreneuse, d'écrire un livre, de faire des podcasts. Donc, c'est beaucoup de temps. Voilà, c'est multi-métier. Et le dernier élément qui, pour moi, est crucial, c'est l'environnement. Quel est l'environnement qui correspond à ton équilibre vie pro, vie perso? Quel est l'environnement qui correspond à tes besoins? Sachant qu'évidemment, ton environnement, autant les valeurs, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré en nous, autant voilà, ce qui correspond à ton équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose qui va s'adapter dans le temps. On sait quand on est maman, nos enfants n'ont pas les mêmes besoins quand ils sont petits, quand ils sont grands, quand on est séparés, quoi ou qu'est-ce. Et donc, l'idée, c'est vraiment de savoir dans le temps comment écouter ses besoins pour pouvoir justement les respecter. Et c'est vrai que comme tu le dis aussi, l'environnement peut jouer positivement ou négativement aussi sur ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on a envie de faire. Parce que moi, je le vois souvent sur les membres de la communauté en fait que j'accompagne lorsqu'elles sont encouragées par leurs proches, par exemple mari, famille, etc. Elles ont beaucoup plus de réussite que lorsque le mari, les proches, la famille, les amis leur disent mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce métier-là ou pourquoi t'as quitté ton CDI? Là, c'est beaucoup plus compliqué pour elles d'y arriver parce que finalement, elles sont dans de la négativité plutôt que du positif. Après, il y a aussi une question de tempérament, parce que tu vois, il y a des personnes que j'ai interviewées qui sont justement, quand on leur dit tu vas pas y arriver, ça enclenche un truc chez elles de te montrer en fait si je vais pas y arriver. Mais c'est justement pour ça, tu vois, tout ce cheminement, et pour moi, c'est vraiment très important, justement, toujours, voilà, c'est le sujet du jour, écouter sa petite voix et justement pouvoir se reconnecter à qui tu es. Parce qu'en fait, quand tu sais exactement qui tu es, que tu connais donc la spirale d'or, en fait, tu vas le présenter à ton entourage d'une façon qui sera non violente, parce qu'en fait, ça sera assumé, tu le ressentiras dans tes tripes et tu sauras justement que c'est ça, ce pourquoi tu es fait. Et donc, ça apporte une légèreté, en fait, qui fait que même si tu peux avoir des personnes dans ton entourage qui vont être réticents, et même parfois, tu vois, je prends souvent cet exemple, quand j'avais été contactée pour écrire mon livre, mon ex-mari m'avait dit, il a tout fait pour me dissuader. Et pour le coup,
c'était vraiment pas méchant de sa part. C'est juste que lui, enfin, il me l'a avoué a posteriori, lui ne s'en sentait pas capable. Et donc, on dit souvent hein, que la vie des gens, L apostrophe AVIS, c'est le reflet de propre vie. Tout à fait. Et donc, souvent, voilà, les gens vont émettre un avis qui va correspondre à eux. Et d'ailleurs, moi, enfin, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, en fait, j'avais jamais écrit un livre qui avait été publié, mais dans ma vie, j'avais écrit des livres blancs, j'en avais écrit, je sais pas, peut-être une trentaine. Donc, finalement, je lui ai dit, tu sais, je l'ai déjà fait et ça me fait pas peur. Du coup, à ce moment-là, je commençais à savoir qui j'étais. Et puis, mais par contre, aujourd'hui, avec tout le chemin que j'ai entrepris, voilà, maintenant, je sais exactement, tu vois, quand on me dit, ah, mais pourquoi tu ferais pas ça? Bah, tu vois, alors, je réfléchis toujours sur ce que tu dis, ah, enfin, c'est toujours intéressant, mais quand mon intuition me dit non, en fait, je le sens vraiment maintenant dans toutes mes tripes. Tu sais détecter finalement tes sentiments pour te dire ok j'y vais ou non, très certainement pas. Et plutôt que le mental, tu fais appel un peu à tes émotions. Ouais, à mes émotions et puis à mon corps, en fait, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois où on m'a proposé des choses et je me suis dit, ah, ça pourrait être trop génial, c'est une super opportunité et tout. Et en fait, j'ai écouté mon corps et je me suis dit, ok, est-ce que Charlotte, c'est ton ego, c'est ton mental qui te dit c'est trop génial? Parce que oui, c'était des situations hyper valorisantes. Ou est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ta spirale d'or, ta raison d'être? C'était Philippe Manœuvre qui disait que dans le podcast que dans tout ce qu'il fait, il se dit, est-ce que ça va servir le rock? Et donc, il me disait, voilà, il me disait, moi, on lui a proposé plein de fois de faire des pubs pour, je sais pas, n'importe quoi, une voiture ou je sais pas quoi. Il a toujours refusé. Par contre, si c'était quelque chose qui pouvait servir à la promotion du rock, il y allait. Et donc, du coup, voilà, moi, à chaque fois, tu vois, quand on me propose un projet, maintenant, je me dis, OK, est-ce que c'est cohérent avec ma raison d'être qui est d'encourager les personnes à écouter leur petite voix? Ouais, ouais, je vois tout à fait, effectivement. En tout cas, merci pour ces éléments. Avec plaisir. On a souvent, alors tu sais que moi, je m'adresse plus particulièrement aux parents et aux mères. Mm. Et ce que je constate, c'est que finalement, déjà, lorsqu'on est une femme, souvent, on a du mal à suivre sa petite voix intérieure, alors par peur, hein, peur de l'inconnu, peur de casser sa routine, peur de ne pas y arriver, enfin voilà, plein, plein, plein de peurs. Mais notamment lorsqu'on est maman, c'est Mm. encore pire, je trouve. Quels seraient, toi, tes conseils, justement, peut-être pour les mamans qui nous écoutent et qui n'osent pas suivre leur voix intérieure, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner à ces personnes? Alors, c'est le premier conseil, juste que je dirais, parce que clairement, j'étais comme ça avant, c'est de prendre souvent cette métaphore, tu sais, quand on est dans l'avion, on nous dit de mettre le max à oxygène à soi d'abord avant de le Oui. mettre à ses enfants. Mm, Et mm. donc, c'est vraiment de se dire que, enfin, moi, j'ai pris conscience, en fait, de ce que j'appelle l'égoïsme positif, que de se dire, penser à soi, penser à ses besoins est essentiel à l'équilibre de la famille et de ses enfants. Tu vois, le père de mes enfants m'a quitté il y a presque 2 ans. Ça a été, je pense, la plus grosse claque de ma vie. Ex aequo peut-être avec le burn-out, mais encore peut-être un peu plus violente sur certains aspects. Et tu vois, la réflexion, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah Charlotte, bon vraiment, il faut que tu prennes soin de tes enfants. Et là, je lui ai répondu, peut-être de façon un peu agressive sur ce moment-là. Tu sais, là, la priorité, c'est que je prenne soin de moi. Parce que si je ne prends pas soin de moi, mes enfants ne seront pas bien. C'est vraiment se dire que ça peut paraître contre-intuitif, mais penser à soi, c'est essentiel. Parce que si on n'est pas bien, voilà, les femmes, on le sait, hein, on est le pilier des enfants, ça c'est sûr, tu vois. On est leur équilibre. Alors, évidemment, il y a des cas où c'est les papas, mais on va dire qu'à 95% des cas, la maman, c'est la sécurité, c'est le pilier de la famille sur qui on va compter. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire, j'ai le droit de penser à moi et je dois penser à moi. C'est se dire que mes besoins ne sont pas secondaires par rapport à ceux de ma famille et de mon entourage, qu'on a le droit de prendre du temps pour soi et que c'est même un devoir. Et puis, se dire aussi que quand on va commencer, ça c'est le premier conseil, et le deuxième conseil qui en découle, c'est que quand vous allez commencer à changer de comportement, en fait, on est dans un système, c'est-à-dire que on a l'habitude, hein, allez, exemple concret, on n'est pas du tout à la période de Noël, que ça soit nous qui achetions tous les cadeaux pour tout le monde et qu'on fasse les paquets cadeaux des grands-parents qui sont à la retraite et compagnie. Je pense que ça parlera à 2, 3 mamans. Je pense que oui. Et en fait, c'est de dire, apprendre en fait à respecter ses besoins et être convaincu que c'est bon pour soi. Et de dire, du coup, bon, l'enjeu, c'est d'arriver à le dire de façon non violente, hein, encore une fois, de dire, écoutez, là, écoute, maman, t'es retraite ou tu bosses pas, donc là, la période de Noël, elle est quand même bien chargée. Je te donne les idées, mais bon, j'ai envie de dire, les enfants, maintenant, ils sont ados, ils ont un téléphone, donc tu peux peut-être les contacter directement, parce que bon, le Père Noël, ils y croient plus. Directement avec lui. Enfin, tu vois, séparé, mon ex-belle-mère m'envoie encore un message, enfin, l'hiver dernier, sur Charlotte, est-ce que tu as des idées pour les enfants? Bah, voyez ça avec votre fils. Enfin, c'est juste qu'à un moment donné, j'en ai suffisamment à gérer, en fait. Ce qui est important, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on met des limites
limite qu'on nous aimera moins. Ça, je pense que c'est hyper important parce qu'en tant que femme, on a ce gros besoin de se sentir aimé et de se dire qu'en fait, notre mission dans la vie, ça c'est vraiment, tu vois, là, je disais hors micro, en introduction, là, je vais lancer dans les prochains jours un programme pour aider, c'est la solution pour le burn-out. Et en fait, donc là, je vais le sortir dans un premier temps pour aider les personnes à sortir du burn-out, mais il y aura une deuxième version pour aider les personnes à éviter de faire un burn-out. Et notamment, il y a une clé là-dedans qui est de comprendre que surtout en tant que femme, on a ce syndrome du don de soi, ce syndrome de, on pense que notre raison d'être, c'est d'être au service des autres, qu'il faut qu'on soit belle, intelligente, drôle, ambitieuse. Mais en fait, non, on a, comme je le disais avant, on a chacune une raison d'être qui n'est pas d'être au service des autres. Oui, moi, ma raison d'être, c'est d'encourager les personnes à écouter leur petite voix et donc ça va aider les autres. Mais ma raison d'être n'est pas d'être au service de tout le monde pour gérer les cadeaux de Noël, de gérer toutes les activités des enfants. Tu vois, un bon exemple étant séparée. Avant, c'est moi qui gérais tous les rendez-vous médicaux. C'est moi qui gérais tout ce qui était périscolaire, extrascolaire et compagnie. C'est marrant, vraiment un truc de dingue. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu as tes enfants une semaine sur deux, ton ex-mari arrive à trouver dans son agenda le temps de le faire. Bah oui, il a plus le choix maintenant. Et pour le coup, tu vois, l'idée, c'est pas de charger les hommes, c'est que je pense qu'on est très, très responsable. Prenez l'exemple dans le programme, c'est non, mais les lessives, il est pas capable. Ah, je suis désolée, en fait. Moi, mes enfants, là, je peux te dire, depuis 2 ans, jamais leurs affaires, elles ont rétréci à la machine. Hein. Si en effet, bon, bah voilà, le conjoint est plus ou moins soigneux, bah, ma recommandation, c'est déléguer. Enfin, voilà, chacun a le droit de faire les machines dans une vie de couple. Mais si, voilà, tu as ton petit pull en cachemire ou ton petit haut en soie et compagnie, tu le mets dans un petit sac de linge sale spécial lavage-main que tu isoles et où tu es sûr que voilà, personne va aller le mettre dans la machine. Mais voilà, pour le quotidien, pas de raison qu'il soit pas capable. Bah, moi, j'irais même plus loin et c'est ce que je dis d'ailleurs souvent, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, mais on en est aussi quelque part responsable. Moi, je sais qu'avec mon cher et tendre qui, pour le coup, lui, s'investit beaucoup dans la vie familiale, les premiers temps, moi, j'acceptais pas qu'il fasse à sa manière. Ça, souvent, on veut que ce soit fait par l'autre, mais on veut que ce soit fait comme nous, on a décidé qu'il fallait que ce soit fait. Or, l'objectif, c'est pas le chemin que prend chacun pour faire la tâche qu'il doit faire, c'est le résultat en réalité. Et lorsqu'on arrive à se détacher du chemin et de non, tu dois faire comme moi je t'ai demandé de faire, et plutôt du résultat, du genre bah tu dois faire la lessive ou tu dois passer l'aspirateur ou tu dois faire à manger, bah ça change énormément la donne et ça nous permet aussi de nous décharger de cette charge mentale et aussi de gagner du temps, comme tu le disais, pour prendre du temps pour nous, ce qui est essentiel si on veut pouvoir bien s'occuper de nos enfants ou en tout cas de nos proches. En fait, ça c'est lié aussi au fait que on nous a appris en tant que femme qu'il fallait qu'on soit parfaite, que la perfection n'est pas humaine. Et donc, du coup, on recherche la perfection dans tout. Et l'homme n'a pas forcément, enfin, tous les hommes n'ont pas forcément justement ce syndrome de il faut que ça soit parfait. Donc, nous, comme on veut que ça soit parfait, et bien du coup, on dit bah voilà la recette pour que ça soit parfait. Mais en effet, comme tu disais, ce qui compte, c'est le résultat. Exactement. Et ce qui nous permet aussi de nous décharger du temps, parce que moi, je me suis rendu compte depuis, alors ça fait déjà des années hein, maintenant que j'ai fait ce process, mais depuis que mon mari gère des tâches de la maison, et ben, ça me permet d'avoir plus de temps pour mon activité, ça me permet d'avoir plus de temps pour moi, ça me permet aussi de prendre du temps sans culpabiliser, parce que je sais que les enfants vont être gérés par mon mari, par exemple. Et donc, au global, finalement, tout le monde en bénéficie. Et c'est vraiment essentiel. Après, petite parenthèse, parce que je sais que toi, tu as été victime de harcèlement au travail. C'est important aussi d'ouvrir les yeux sur le harcèlement aussi à la maison. Parfois, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui souffraient de harcèlement à la maison, mais ne se rendaient pas compte, ou justement, on leur demandait en permanence que tout soit parfait. Et du coup, en fait, à un moment donné, on te dit, non, mais en fait, tu as une personne, tu peux avoir des conjoints ou des personnes dans l'entourage proche, je pense aux parents ou à des amis proches et compagnie, qui vont t'expliquer, non, non, mais vraiment, ce qui est important pour toi, c'est de prendre du temps pour toi, mais qui va tout faire pour t'en empêcher. Et qui va tout faire en te disant, mais lâche-toi la pression, et qui va tout faire pour faire en sorte de te dire, si c'est pas parfait, je vais être très vulgaire, mais je vais te défoncer la gueule. Et, et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose aussi, tu vois, sur lequel je commence à parler de plus en plus et vraiment, j'ai à cœur d'en parler. Tu vois, d'ailleurs, j'ai fait un bonus qui s'appelle Harceler moi jamais. Le nombre de personnes que je connais qui ont été harcelées, puis enfin, moi, personnellement, j'ai découvert que j'étais hypersensible. Je sais que j'ai beaucoup de personnes de ma communauté qui sont hypersensibles. On est des proies parfaites avec notre hyper-empathie, avec le fait qu'on se remette jamais en question pour des personnes qui harcèlent, pour des pervers narcissiques. Je pense que dans la vie, on n'est pas forcément toujours
toujours capable de voir qu'on est harcelé, mais je pense que c'est quand même important de commencer à ouvrir les yeux de plus en plus, de se dire qu'en fait, ça peut arriver à n'importe qui. C'est vrai, effectivement, on parle beaucoup du milieu professionnel et moi j'avais témoigné dans l'épisode qu'on avait fait Mm. ensemble justement pour ton podcast, mais c'est vrai que parfois et même assez régulièrement, malheureusement, dans la vie familiale, on peut avoir aussi ce type de comportement qu'on retrouve dans le monde du travail, finalement dans la vie personnelle et qui peut impacter aussi le fait de suivre son propre chemin ou de ne pas oser. Bah, parce que du coup, on se dit que potentiellement ça va pas plaire à son conjoint, à ses parents, à ses proches et donc du coup, on n'ose pas comme on veut aussi être aimé comme tu le disais. C'est une des problématiques qu'on a nous les femmes. Oui, en fait, on a cette croyance en nous de se dire que si je réussis, cette personne-là m'aimera moins parce que je vais lui faire de l'ombre, parce que je vais devenir une charge pour elle. Et donc ça, c'est des choses en fait dont on ne se rend pas compte. C'est vraiment ancré en nous. Mais quand tu commences à ouvrir les yeux là-dessus, tu fais waouh! Et du coup, ça change aussi ton attitude, ça change aussi la manière dont tu es, et du coup, les gens en face changent aussi vis-à-vis de toi. Donc Exactement. parfois, ça peut être un moment un petit peu instable pour l'équilibre, par exemple, d'une famille, d'un couple ou autre. Oui, oui, c'est des moments chamboulants, mais c'est important c'est essentiel même, tu vois, de réfléchir aux relations qui nous entourent et tu vois, notamment dans la reconversion, c'est quand tu te reconvertis, l'idée c'est quand même d'arriver vers du mieux et de quitter, de comprendre qu'est-ce qui, enfin, tu vois, dans la reconversion, c'est un truc hyper important. L'idée, c'est pas de fuir une situation, c'est d'aller vers une situation, c'est de dire, voilà, en effet, il y a tout ça dans ma vie que je ne veux plus, mais j'ai envie d'avoir ça. Et ce qui est complètement différent de dire, oh, je quitte ce job, j'en peux plus, je vais vers ce truc-là parce que j'ai pas trouvé mieux. L'idée, c'est vraiment d'être convaincu à 100% que c'est ce qui est bon pour toi. Et dans l'environnement, c'est aussi de se dire, bah voilà, quelles sont les personnes qui me correspondent, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je vais partager les mêmes valeurs, parce que les valeurs ne sont pas respectées, donc soit dans la vie perso, soit dans la vie pro, eh bien, ton corps va te parler de plus en plus fort et ça peut amener à des maladies mentales comme le burn-out ou autre, donc, ou des crises d'anxiété. Donc, c'est hyper important de respecter ces valeurs et d'être dans un environnement qui respecte ces valeurs. Totalement d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir partagé un petit peu une partie un peu de ton histoire et puis de nombreux conseils pour les parents qui nous écoutent et puis qui écouteront en fait cet épisode. Pour finaliser, comme on parle justement d'intuition, de voix intérieure, etc., est-ce que tu peux nous partager selon toi ta plus grande réussite ou un moment en fait dont tu es particulièrement fier en lien avec le sujet de ce podcast? Waouh! Grosse question. Ouais, grosse question. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu, enfin, ça va être une grosse réussite. Enfin, oui, j'ai envie de dire pourquoi pas moi, parce qu'en fait, on peut se dire, ah, il y a eu un plan marketing, il y a eu un super time to market post-Covid, mais en fait, ce projet n'est porté que par mon intuition, tu vois. Chaque personne que j'interviewe, souvent on me dit, c'est quoi tes critères pour interviewer telle personne? Alors oui, j'ai quelques éléments, tu vois, de personnes. Voilà, l'idée c'est que les personnes, si elles se sont reconverties, vivent de leur activité et tout. Mais il y a quand même une grosse part d'intuition parce qu'il y a des personnes où tu dis, elles n'auraient pas correspondu au brief. Mais en fait, ça a été des interviews et des rencontres magnifiques. Donc oui, c'est un projet où chaque nouveau programme que je crée, tu vois, là, j'ai le programme dont je vous parlais tout à l'heure sur la solution au burn-out. J'ai interviewé là des personnes, des expertes en parallèle. Enfin, vraiment, tu vois, la semaine dernière, j'ai interviewé 2 personnes, mais j'étais tellement heureuse à ma place. J'avais mal aux zygomatiques tellement je me sentais bien de à la fois apprendre, parce que j'adore apprendre, et puis aussi pouvoir retransmettre. Ouais, je comprends tout à fait, effectivement. Et c'est vrai que, mine de rien, tu as bien suivi ton intuition pour le podcast Pourquoi pas moi? Et ça a donné de belles réussites parce qu'il y a plein d'invités qu'il faut aller écouter, en tout cas, si vous n'avez pas encore découvert ce podcast. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci Charlotte de ton temps aujourd'hui pour partager tout cela avec nous. Merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices parce que cet épisode, j'espère, vous aura autant passionné à vous qu'il m'a passionné à moi. J'espère que cette discussion vous aura motivé peut-être à écouter un petit peu plus votre voix intérieure, à explorer des voies
professionnelle, alignée avec vos valeurs et à embrasser, pourquoi pas, la possibilité de vous réinventer, même si vous êtes une maman ou un papa et que vous avez des charges familiales, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. Si vous souhaitez justement découvrir le podcast de Charlotte que vous ne connaissez pas, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description. Et puis, n'oubliez pas que chaque parcours est unique et que votre voix intérieure peut être votre guide le plus puissant vers une vie professionnelle qui sera épanouissante et alignée à vos valeurs. Restez dans tous les cas connectée et confiante pour pouvoir nous écouter d'ici 7 jours. Nous reviendrons bien évidemment mercredi prochain avec un nouvel épisode et une invitée tout aussi passionnante. Et si vous souhaitez partager cet épisode avec quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, après-midi ou soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant. À très vite!